on n'arrive pas à réaliser les tâches qu'il faut. Alors que les objectifs sont bien précis. Les objectifs qu'on a envie d'atteindre sont là. Et quand tu perds confiance, tu perds tout. Et à la fin, quand tu fais le bilan, tu vois en fait que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs. Parce qu'il y a un manque de confiance. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la confiance. Merci beaucoup. Oui. Oui. Donc si je comprends bien, le renforcement de la confiance colle avec le jugement et la prise de décision. Voilà, ça colle un peu. Merci. Seulement que la différence c'est que le renforcement c'est que à chaque fois, il faut documenter, il faut faire des exercices pour renforcer ta confiance. Alors que l'autre, c'est la situation se pose déjà. Donc tu prends du recul, tu juges mieux et tu prends la décision. Donc tu as besoin de confiance pour prendre du recul et mieux juger afin de prendre la bonne décision. Voilà un peu le lien. Merci. Oui. Ma question c'est au niveau de la gestion des performances. Oui. Est-ce que le chef a l'obligation de féliciter un employé pour la bonne marche de l'entreprise? C'est très important qu'on félicite les employés. Parce que, en fait, il faut mettre en valeur l'employé. Il faut le montrer que lui-même, d'accord, il participe à l'atteinte de l'objectif et qu'il est important dans le maillon. Si l'employé ne se sent pas important, il ne pourra pas développer les capacités, les compétences qu'il faut pour faire le travail. Donc il faut lui montrer en fait que s'il fait bien, lui dit qu'il a fait bien. C'est très important, ça renforce sa confiance. Si un employé fait quelque chose, tu lui écris même un simple message pour dire félicitations, ce que ça peut produire en lui, c'est inimaginable. Donc c'est très important. Mais le manager doit faire attention à la gestion pour ne pas froisser les autres. Est-ce qu'il a le droit de lui dire ça devant tout le monde? Il doit faire attention. Si il peut lui envoyer un message juste de félicitations, il peut lui envoyer un message sans que tout le monde ne soit au courant. C'est-à-dire, il peut gérer ça de façon individuelle. Mais quand on est en équipe, le patron peut dire félicitations à vous tous. Là, tout le monde se sent considéré. Mais si il fixe particulièrement quelqu'un, et bon, c'est à tout moment, c'est lui qu'on félicite. Vous imaginez que bon, ça pose un problème. Ça peut froisser l'autre. Je donne un exemple simple. Et lorsque un employé ne se sent pas, n'est pas dans l'entreprise comme si l'entreprise lui appartenait, il n'est pas efficace. Je donne un exemple simple. Une clinique par exemple, d'accord, une clinique privée, bien développée, et qui a des employés, infirmiers, docteurs, sages-femmes, aides-soignants, et les femmes, des gens qui nettoient, tout ce qui est agents d'entretien, voilà. Et les employés ne sont pas capables de se soigner dans la clinique. Ça pose un problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ils n'ont pas un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que moi, je travaille dans le centre de santé, mais je n'ai pas la possibilité de me faire soigner dans le centre de santé. Parce que c'est trop cher. Et je suis obligé d'aller dans un autre centre de santé public peut-être pour me faire soigner. Les performances de ceux qui sont là seront réduites. Parce qu'ils n'ont pas un sentiment d'appartenance à l'entreprise. C'est clair. C'est un jour où il y a une délégation, ils ont quitté Cotonou, ils sont allés dans un hôtel tout dit. En fait, ils ont envie de manger. Ils ont envie d'aller dans un restaurant. Et ils vont voir la réceptionniste pour lui demander est-ce qu'il y a un restaurant? Et la réceptionniste, au lieu de leur dire qu'il y a un restaurant dans l'hôtel où ils peuvent aller manger facilement, il leur indique un autre restaurant pour aller manger. Vous avez vu comment s'est comportée cette personne? Cette personne n'a pas un sentiment d'appartenance à elle. Elle dit que ça ne marche pas. En fait, ce n'est pas sa chose. S'il avait un sentiment d'appartenance à l'hôtel, il allait tout faire pour que la délégation puisse manger là. Parce qu'il va dire,
ça m'appartient si l'argent rentre, moi-même j'en bénéficierai. Ouais, donc en fait, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres. Ok. Oui. Merci, je remercie le formateur. Je parle d'abord de la présentation du cabinet, et plus précisément sur un des domaines d'entrepreneuriat sans financement. Oui. Moi, je pense que la petite expérience, je pense que ça ne s'adresse pas à nous seuls. Oui. Que ce soit les sans-emploi, que ce soit les gens qui ont déjà d'emploi. Bien sûr. Et moi, je voudrais recommander au cabinet d'aller même dans les familles. Les familles. Vous avez constaté dans certaines familles, parce que Emmanuel est ministre ou député, il a des ressources. Bon, il veut que sa femme vende des chaussures ou bien des sacs, alors que la femme n'a aucune compétence. Et les gens se plaignent. Je lui ai fait capital de 2 millions, c'est parti en fumée. Je lui ai fait capital de 2 millions, 3 fois capital. Donc je suis fatigué de ma femme. Donc ça casse cette information. Donc on peut travailler dans ce sens-là. C'est très important. Lorsque nous regardons un peu autour de nous, comme dans les Igbo, vous voyez, le commerce, ça s'apprend comme la menuiserie. Mais chez nous ici, lorsque c'est ta femme ou bien c'est ta soeur qui dit, bon, tu dois rester auprès du tel pour apprendre comment je vais apprendre le commerce. Ça c'est faux, ça s'apprend. Même le vol. Bien sûr. Vous voyez, les voleurs sont des professionnels et ils sont toujours en avance sur la police. Sur toi, le propriétaire. Oui, effectivement. Donc, lorsque tu apprends un métier, tu le connais, c'est que tu vas réussir, il n'y a pas de toi qui ne réussit pas. Donc, vraiment, je pense que c'est très important. Il y a beaucoup d'aspects que vous avez abordés et qui ne méritent même pas de débat. Les choses évoluent. Et nous, on peut se dire aujourd'hui, sinon, certains ont reçu le message. Mais il a suffi que vous qu'ils lisent CV, lettre de motivation selon les normes des États-Unis. Ils vont sur le net, ils tapent. Je vous assure, ce n'est pas de la même manière que moi qui suis ici. Ils vont lire. Mais il y a des aspects qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, il ne faut pas se surestimer. Ça, la surestimation. On peut finir de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Moi, j'ai déjà appris beaucoup de choses ici. Quand je prends les 3 domaines de compétences, mais c'est un vrac, c'est dans un fou dans ma tête. Mais ma présence ici m'a permis au moins de les organiser. Exactement. Quand on dit professionnalisme, je mets ça dans quelles compétences? Intégrité, je l'arrange où? Et ne soyez pas surpris de me voir un jour en train de dispenser cette formation. Bien sûr. Bien sûr. Donc, moi je suis en train de gagner. Quand je viens au niveau des TIC, la planification d'abord, un peu comme vous, quand vous allez dans mon bureau, madame est là, ce que j'utilise le plus, c'est les contacts là. Ce que je dois faire demain, je marque ça. Je dis rappel, ça, demain matin, voilà ça. Je dois consulter d'abord ma boîte, les mails qui sont professionnels, les beaux un peu professionnels, je consulte. Et après. Mais le jour où je ne le fais pas, je paie mon trou bureau. J'attends ici, je fais, quand c'est ça là, c'est contre-productif pour moi. Je voudrais finir pour ce qui concerne la gestion des performances. Lorsqu'on parle de la motivation dans une organisation, ce n'est pas seulement l'argent. Comme l'a dit le consultant, le formateur, quelqu'un fait bien, tu vois, un patron, tu viens, tu parles pour excuser, l'employé est content. Le DG se lève un jour, un week-end, elle va chez la secrétaire, juste une visite de pouvoir, vous voyez, elle est au temps. Donc voilà un peu ce que je voudrais compléter ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Grand merci pour vos apports, parce que vous avez déjà beaucoup d'expérience dans le domaine en tant que manager, et ça permet un peu d'aider les jeunes qui sont là, qui n'ont pas encore cette expérience-là. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore par rapport à, pour qu'on puisse continuer ce dernier point, et nous allons passer à la formation proprement dite. C'est bon? Ça change. Donc nous allons passer. Il y a des choses que j'ai oubliées. Bon. Oui, d'habitude. Ah, c'est des choses que vous pouvez connaître. Donc, il y a des habitudes des gens efficaces. Si vous avez ces habitudes-là, je suis que vous serez très efficace. Donc, devenez proactif. Proactif, ça veut dire ne pas attendre que la situation se produise avant de réagir.
Au lieu d'être réactif, il faut être proactif. Il faut anticiper sur les situations. C'est très important quand on veut être efficace. Se définir l'objectif et avoir une vision. Quand on veut avoir de l'emploi, on n'a aucune vision, on ne peut jamais trouver l'emploi. Quand on est chef d'entreprise, manager sans aucune vision, on ne peut pas réussir. L'habitude 3, c'est savoir prioriser ses actions. Il y a toujours des priorités. Donc, on connaît toujours ses priorités. Si on développe cette habitude-là, on est toujours compétent. D'accord? Très important. C'est penser gagnant-gagnant. Tu es dans une collaboration avec quelqu'un et toi tu penses gagnant-perdant. Ça ne peut pas marcher. Il faut toujours penser gagnant-gagnant. Si tu penses gagnant-gagnant, il n'y a pas de compétition, mais tu ne gagnes pas. L'autre gagne, tu gagnes. Donc nous gagnons. D'accord? Très important comme habitude à garder. C'est quelle habitude? Chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Souvent en entreprise, les gens pensent que c'est sur leur point de vue qui va passer. Et l'autre, dans leur point de vue, on ne cherche pas à comprendre. C'est-à-dire, quand vous êtes en entreprise, il faut apprendre à écouter. À écouter d'abord et ensuite à réagir. Mais si vous n'apprenez pas à écouter et à comprendre et ensuite à être compris, il sera difficile d'être efficace. Pratiquer ce qu'on appelle la synergie d'action. Travailler en équipe, ça dit, il ne faut pas travailler seul, tout ça. Et il faut pouvoir coordonner les actions. D'accord, c'est très important. Aiguiser vos facultés. Il y a des exercices, hein. Bon, nous ne pouvons pas faire les exercices là ici, mais il y a des exercices, d'accord, pour aiguiser ces facultés. Peut-être au cours d'une formation, on peut voir comment on peut développer ces compétences à aiguiser les facultés. C'est-à-dire, il y a des exercices pratiques qui font tellement réfléchir et ça permet d'aiguiser les facultés, quoi. Donc, c'est des choses qu'on peut faire de temps en temps. Et quand les enfants jouent aux jeux vidéo, il faut leur permettre de jouer aux jeux vidéo. Ça développe vraiment les facultés des enfants. Donc, c'est très important. Même quand on a vu jouer aux jeux vidéo, les gens pensent qu'il est en train de s'amuser. En réalité, ça développe les facultés. C'est très important. Une autre habitude, c'est de trouver votre voie et soyez d'inspiration pour les autres. Autant que nous sommes, nous n'avons pas la même voie. Donc, chacun doit savoir là où il veut évoluer, dans quel cercle il veut évoluer. Et si tu arrives à trouver réellement ce qui te passionne et là où tu dois évoluer, et tu trouves l'inspiration qu'il faut pour les autres, c'est-à-dire, si tu veux être heureux, il faut trouver ce que tu peux faire pour rendre heureux les autres. Lorsque tu trouves ce que tu peux faire pour rendre heureux les autres, tu es plus heureux. Donc voilà les bonnes habitudes et les gens efficaces. Il est vrai que vous êtes agronome, d'accord? Mais si vous avez seulement les compétences d'un agronome, et vous voulez recruter, alors que vous n'êtes pas du tout flexible. Vous pouvez être agronome et on va dévier un peu pour dire, bon, vous avez les compétences de sociologue, on peut vous recruter. Mais si vous êtes agronome et vous n'avez pas de compétences, alors que vous n'êtes pas flexible du tout. Et si vous n'avez pas ces compétences-là, c'est difficile pour vous aujourd'hui d'avoir de l'emploi. C'est-à-dire, je suis secrétaire, je ne fais que secrétariat. C'est pas bon. La curiosité d'esprit. Les recruteurs apprécient l'ouverture d'esprit, le dynamisme. Alors n'hésitez pas à vous montrer curieux. Ça, la Yola a dit. Donc, il faut être vraiment curieux d'esprit. Les recruteurs aiment ça. L'audace. L'emploi tout risque. Oser proposer. Avancer. Les recruteurs aiment et cherchent à recruter des entrepreneurs. C'est très important. Parfois on dit, bon, est-ce qu'il va me recruter maintenant, est-ce que je là-bas, et on hésite, tout ça. Il y a un jour, un jeune, il est allé il faisait le tour chaque fois de l'entreprise, et il voyait ce qui ne marchait pas. Un jour, il est allé dans l'entreprise, il est allé rencontrer le chef, d'accord? Et il dit au chef que, j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela, j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela, que vous ne le faites pas bien, et que si vous le faites bien, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Et le chef dit, en fait, lui, là, il a un rendez-vous avec le ministre, tout à l'heure, là, et que lui me vient. Et le lendemain, il appelle le petit et il regarde le petit. Parce qu'au moment où il parlait, il y avait un autre monsieur qui était là, le chef d'entreprise, il a vérifié. Voilà un peu ce qu'on appelle l'audace. Il a été audacieux. Et le monsieur a regretté. Il a dit ce rendez-vous de ministre, là, il pouvait l'annuler. Mais il voyait que c'était important. Que ce que le jeune pouvait lui apporter. Et il a perdu. Et immédiatement, l'autre a recruté. Il a appelé le lendemain, il a dit comment.
désolé, je suis déjà récolté quelque part. Parce qu'il avait une plus-value à apporter. Donc, si vous n'êtes pas audacieux, mais si vous avez les compétences, vos compétences vont dormir sur vous seulement, comme on dit. Vous avez les compétences là, mais vous n'exprimez pas ces compétences-là. La résilience aussi. Reculer pour mieux sauter. Ça va prendre de la hauteur sur ces échecs pour rebondir rapidement sur de nouveaux projets. C'est très important. C'est-à-dire, tu envoies les dossiers, on ne te recule jamais, et tu es découragé. Tu crées un emploi, tu crées une entreprise tout de suite et ça ne marche pas, tu es découragé. Il faut avoir cette capacité de résilience, cette capacité à rebondir lorsque survient l'échec. C'est très important comme compétence. Ne jamais se décourager, toujours persévérer. Donc, la seconde compétence, c'est la communication, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui envoient même quand ils envoient des emails là, ils écrivent du charabia, comme on dit. C'est-à-dire pas seulement les compétences d'agronomie qu'on a besoin, ou bien de comptable. C'est important de voir beaucoup de français. Très important. Aujourd'hui, il y a des tests, comme le TOEFL là. À l'ambassade de France, on fait des tests aussi en français. Si vous êtes jeune et si vous avez la possibilité, ne dites pas que vous savez parler le français, c'est fini. Allez faire ce test-là, vous allez voir qu'en réalité, vous ne mettez même pas le français. Parce que vous vous posez des questions, vous n'allez pas voir le temps. Vous voyez que vous parlez le français. C'est ça. Sixième chose, c'est l'engagement. Un travail qui donne envie. Un sentiment d'appartenance élevé. C'est ça que je disais tout à l'heure, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. D'accord? Il faut prendre l'entreprise comme étant. Là, tu es motivé, tu travailles. Mais je dis que c'est pour l'autre. Non, tu vas rien faire. Non, c'est important. Et la septième compétence, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Quand vous êtes en équipe, il faut pouvoir avoir le sens de l'écoute. Hein? Si tu fais, c'est toi qui connais tout, tu n'es pas là, tu n'écoutes pas les autres, tu ne peux pas gagner. Et tu ne peux pas réussir. Donc, voilà un peu les 7 nouvelles compétences que je voulais présenter. Si vous voulez vraiment avoir un emploi ou bien réussir une entreprise, il faut avoir un coach. C'est important d'avoir un coach. Quelqu'un un mentor qui peut vous orienter dans votre carrière professionnelle. Lorsque vous n'avez pas encore d'emploi, il vous guide là jusqu'à ce que vous ayez un emploi. Et après ça, il vous guide maintenant dans votre réussite professionnelle. C'est très important. L'anglais, les pratiques, incontournable comme outil aujourd'hui. Sans l'anglais, aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui, quand quelqu'un maîtrise l'anglais, c'est un grand atout pour lui. Très grand atout. Et en termes d'informatique, maîtriser au moins les outils, les VBA, d'accord? Le Word, le Excel, tout ça. Les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup en équipe sur les réseaux sociaux. Hein. Et vous maîtrisez aussi les réseaux sociaux. C'est très important. Comment l'utiliser. Donc, voilà un peu les points que je voulais ajouter, d'accord, pour compléter ce que j'avais dit. J'espère que ça va vraiment vous aider à développer. C'est pas bon. D'accord? Il faut l'éviter. C'est-à-dire, tu as envoyé un CV à quelqu'un, il sait que c'est un CV. Tu n'as pas besoin d'écrire à la tête CV. Non. Il faut dire que quand on dit CV là, c'est l'image que tu veux présenter à l'entreprise. C'est-à-dire, tu envoies ton CV. Comment il t'appelle, s'il te plaît? Si ça est dessus, on voit son CV. À travers ce CV, je vois son image. Je vois ce qu'il est. Si tu veux te présenter devant moi, et tu vas dire culpabilité. Ah, je ne vais pas parler. Hein? Tu vas te présenter directement, n'est-ce pas? Donc, pas besoin de culpabilité. C'est en comprendre. On a changé si quelqu'un fait ça là, on revient directement au dossier. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous avez ces compétences-là. Ne mettez plus culpabilité en tête. Deuxième chose. Il y a plusieurs types de CV. Il y a les CV professionnels. D'accord? Et on peut autoriser parfois, pour les CV professionnels, on met en bas de page CV, son but.
si vous avez beaucoup d'expérience, on peut mettre ce qu'on appelle le CV opérationnel. Donc on enlève donc tout ce qui est superflu et on garde uniquement ce qui est important. Donc le CV commence toujours par le nom. D'accord? Prénom et nom. Donc on met d'abord le prénom et le nom. Exemple, Jonas Basuno Asoba. Quand je prends ton CV là, je dois dire d'abord ton nom. Vous voyez, moi c'est mon CV ça. Si vous regardez le CV, on dit directement, vous avez vu, alors que Florent Jonas Basuno Asoba. En gras. Bien. C'est ça que l'employeur veut dire. Il veut dire, c'est qui d'abord? Il veut dire le nom de la personne. Mais tu mets nom, 2 points, prénom, 2 points, ça n'a pas de sens. Est-ce que si on voit le prénom, tu vas dire non, Basuno, prénom Jonas? Non. Tu vas répondre immédiatement. D'accord? Donc le CV est comme une communication. Comme si je suis devant le recruteur. Donc à ne pas mettre nom, 2 points, Basuno, prénom Jonas, écrit directement Jonas Basuno. C'est compris? C'est très important. Autre chose, par rapport à l'âge, ça dépend des styles. Hein. Par exemple, on peut par exemple écrire 33 ans depuis le 14 juin 2018. C'est un exemple que je donne. Mais là, il faut toujours préciser depuis quand tu as l'âge. Si c'est 25 ans, il faut toujours dire depuis le. Ou mettre par exemple né le 14 juin 1985. C'est un exemple que je donne. On n'a pas souvent besoin de mettre là où on est né. Ou bien là où sa nationalité. Ce n'est pas toujours important. Pourquoi? Il y a le recruteur, lui va dire ne pas recruter béninois. D'accord? Lui n'a pas envie de recruter béninois. Il a envie de recruter l'étranger. Et immédiatement, quand tu mets que tu es de nationalité béninoise, tu es d'office disqualifié. Et lorsque tu ne mets pas la nationalité béninoise, par rapport à tes compétences qui sont dans le CV, il peut t'appeler d'abord. Et là-bas, tu peux faire bonne impression et il peut laisser tomber alors le côté de la nationalité. Mais si ton fils, la nationalité intervient, il peut dire, ah, moi je ne voulais pas recruter Benoît, lui il a un Benoît, il a envoyé son dossier, je le rejette immédiatement. Donc ce n'est pas toujours bien de mettre sa nationalité, ce n'est pas toujours efficace. Ça dépend vraiment, à moins que le recruteur l'exige. Où on dit, par exemple, il y a des recrutements où on dit être de nationalité béninoise. Si on a un CV, tout ce qui ne peut être un atout pour toi, il ne faut pas mettre dans le CV. Par exemple, on met dans l'annonce comme critère forte disponibilité, alors que le chercheur d'emploi met dans le CV marié, mère de 4 enfants, alors que c'est le meilleur dossier. Le résultat, elle ne sera pas recrutée. Il y a un Gabon Mali, on voulait recruter sage-femme, et elle a envoyé son dossier, elle a mis situation matrimoniale, mère de 4 enfants. Lorsqu'ils ont fait le dossier, ils ont regardé le dossier, tout ça. Parmi les 20 dossiers qui étaient envoyés, elle était la meilleure candidate. Mais du fait qu'elle a mis mère de 4 enfants, on a supposé qu'une sage-femme qui doit être au service du cabinet ou bien de la clinique, avec 4 enfants, elle n'est pas vraiment disponible pour faire le travail. Le résultat, elle a été disqualifiée. Après, on lui envoie un mail pour lui dire qu'elle a été disqualifiée. Et elle vient et dit, en fait, elle a 4 enfants. Mais les 4 enfants sont avec sa maman au village. Donc, en fait, elle n'avait pas ce problème de forte disponibilité. Mais le fait qu'elle ait mis dans le CV, mais les 4 enfants l'a disqualifiée. Ça dit, dans la réalité, elle était disponible. Mais sur papier, elle n'est pas disponible. Donc, faites très attention à ce que vous écrivez. Si on voit sur le papier que tu n'es pas disponible, alors que tu es réellement disponible, on ne t'appelle pas. Donc, il faut faire très attention en mettant votre situation matrimoniale. À moins que le recrutement l'exige. Si le recrutement ne l'exige pas, vous n'avez pas intérêt à montrer que, si on dit que vous êtes immédiatement disponible, on recrute le secrétaire, on dit immédiatement disponible. Elle a dit qu'elle a 4 enfants. Si le secrétaire va recruter qu'elle a 4 enfants, elle est disponible. Alors que les enfants étaient chez sa maman au village. Donc elle était libre. Donc faites attention en mettant par rapport à la situation
C'est pas nécessaire de mettre aussi là où tu habites. D'accord? Par exemple, moi j'ai une entreprise et l'entreprise se trouve à Papa. D'accord? Et je viens de créer mon entreprise, je n'ai pas suffisamment de moyens. Et je lance un recrutement. Toi, tu dis que tu habites à Kassato. Alors que moi, je suis à Papa. Et tu mets sur le CV que tu habites à Kassato. Voilà que je n'ai pas encore les moyens de te payer un salaire qui te permette. Je dis, bon, peut-être que je vais te payer, c'est-à-dire que je vais te donner un petit salaire. D'accord? Si tu habites à Kassato, et tu habites travailler à Papa, le transport prend déjà tout le salaire. En tant qu'entrepreneur, je vais réfléchir et celui qui habite à Papa, je vais le privilégier. Celui qui est à Papa, qui réside à Papa, sera privilégié. Peut-être que l'employé a une connaissance à Papa où il peut rester. Dans son schéma. Mais le fait qu'il écrit j'habite à Kassato, le disqualifie. Donc faites très attention, ce qu'on écrit trahit. Tu sais que tu vas prendre les dispositions pour être là, mais par rapport à ce que les gens demandent. Si ce n'est pas vraiment nécessaire, il ne faut pas mettre ça. Ouais. Mon attitude de vie là. Et chaque matin et chaque soir, je le répète à haute voix. On a moins de 2 fois. Ça paraît banal. Mais ça fait un crack dans la tête pour dire que je dois atteindre ce type là. Et je l'ai affiché sur le chevet de mon lit. Chaque matin que je me lève, je lis mon attitude de vie. Voilà ce que je dois faire dans la vie. Je le lis. Et ça me donne la confiance pour dire que je dois entreprendre des actions pour atteindre ce attitude de vie là. C'est ça qu'on appelle la programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire que tu répètes tous les jours ton attitude de vie à haute voix et tu crois de ça de façon ferme, avec foi. Il n'y a pas de quoi que si tu le fais comme ça et que tu es dans l'action, que tu ne peux pas réaliser ton attitude de vie. Ce n'est pas possible. Si moi je suis ici aujourd'hui dans l'entreprise et que j'ai pu créer Consulting qui est né il y a même pas un mois, ça passe par là. L'attitude de vie. Très important. Donc après les attitudes de vie, il faut développer maintenant, il faut écrire maintenant ces compétences clés. Il y a des choses que nous savons faire, mais nous n'avons pas de diplôme. D'accord? Je donne un exemple. Il y a des gens qui n'ont pas appris l'informatique, mais ils maîtrisent très bien l'informatique. Ça là, ce n'est pas un diplôme. C'est une compétence clé que tu as. D'accord? Donc, il faut lister alors tes compétences clés. La compétence clé peut venir avant ou après l'expérience professionnelle. Ça dépend de ce que vous voulez.